Je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule de formation abordant la génétique animale et offerte gracieusement en collaboration avec le site web LabGenVet. Cette capsule correspond à un segment d'une formation plus exhaustive sur le sujet à laquelle vous pouvez inscrire à faible coût et qui permettent l'obtention d'une attestation émise par l'Université de Montréal. Les sommes recueillies serviront à financer l'hébergement et la mise à jour du site web LabGenVet afin que vous puissiez continuer à utiliser ce site comme ressource éducative gratuite et impartiale sur la génétique animale. C'est avant tout pour l'amélioration génétique de nos animaux domestiques. Bonne formation. Bonjour, je m'appelle David Silverside. Je suis vétérinaire, chercheur et professeur en génétique à la Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal. Aujourd'hui, je vais parler de la génétique du chat. Pourquoi les chats? Parce que j'aime bien les chats. Pourquoi j'aime les chats? Parce que j'habite avec quelqu'un qui adore les chats. Alors, pas de choix, c'est comme ça. Voici les topics pour aujourd'hui. On commence avec une révision de la génétique, suivie par quelques mots sur les races, un survol de la génétique de la coloration, les maladies génétiques simples, la génétique de quelques conformations, les tests de parentage, la consanguinité et le coefficient de consanguinité, les tests ADN qui sont disponibles et les profils, et à la fin, une discussion des hybrides. J'ai toute une autre présentation sur la génétique de la coloration où on va suivre les topics dans beaucoup plus de détails. Pendant les discussions, je vais utiliser le site web labgenvet.ca pour nous aider. Trouve la première page, clique sur l'image du chat pour arriver aux pages du chat pour voir les topics. Et on va commencer avec les concepts de base de la génétique. Un aspect important de la génétique du chat, c'est les maladies génétiques simples. Encore une fois, on va utiliser le site web labgenvet.ca pour nous aider. Avec une discussion générale des maladies génétiques simples et avec une ressource, une banque de données pour les maladies génétiques chez le chat. Encore une fois, je reviens à ces idées-ci que, avec un bon test ADN validé pour la race de chat en question, nous pouvons éliminer la maladie génétique de la race dans une génération, éliminer la mutation de la race dans 2 générations. Nous avons les connaissances, nous avons la technologie. Cela nous donne le pouvoir, même la responsabilité, d'éliminer les maladies génétiques simples de nos races de chats. On peut dire que, en général, la majorité des maladies génétiques simples chez le chat sont de type autosomique récessif. Alors, on va faire une petite révision. On peut avoir un individu qui est NN, homozygote normal, clear, qui n'est pas à risque de tomber malade et qui ne transmettra pas les mutations à la prochaine génération. On peut avoir l'individu qui est MN, hétérozygote, porteur pour la mutation en question. Cet individu n'est pas malade, est en pleine santé. Par contre, il y aura un risque de transmission de la mutation à la prochaine génération de 50%. Puis, on peut avoir l'individu qui est MM, homozygote muté. Cet individu est à risque d'avoir la maladie à quelques points dans sa vie et le risque de transmission de la mutation à la prochaine génération, c'est 100%. Alors, pour les maladies génétiques simples, autosomiques récessives, nous avons 2 problèmes. Nous avons l'animal qui est malade
Et nous avons les animaux qui ne sont pas malades, mais qui sont porteurs, pour dire que selon les accouplements faits, on risque d'avoir les animaux malades dans les générations futures. Mais maintenant, je veux parler de la présentation des maladies génétiques simples chez le chat en termes de cycle de la vie. On peut diviser la vie en 3 grandes sections. La vie embryofœtale, la vie nouveau-né jusqu'à l'adolescence et la vie adulte. Alors, les maladies génétiques simples se présentent différemment pendant ces périodes de la vie. Chez l'embryon fœtus, pendant la gestation, une maladie génétique n'est pas nécessairement évidente. Ça va donner un problème de fertilité avec la résorption ou l'avortement spontané. Mais le problème, c'est que la résorption ou l'avortement spontané, ça peut arriver pour toutes sortes d'autres raisons. Les maladies infectieuses, des toxicités, l'environnement. Alors, une maladie génétique qui touche l'embryon fœtus est difficile à identifier, difficile à contrôler. Après l'amoeba, une maladie génétique est plus évidente. Les maladies dominantes sont plus faciles à contrôler dans cette période de temps parce que les animaux affectés ne seront pas utilisés pour la reproduction. Les maladies dominantes dans cette période-ci, ça représente les nouvelles mutations. Les maladies récessives sont plus problématiques parce que, oui, on peut identifier les animaux affectés et non, ces animaux-là ne sont pas utilisés pour la reproduction. Par contre, c'est toujours difficile à identifier les porteurs silencieux pour dire que la maladie récessive peut rester toujours dans la race. Puis, chez l'animal adulte et avec l'âge de la reproduction, encore une fois, la maladie est évidente. Si ça touche le jeune adulte, avant que l'animal soit utilisé pour la reproduction, on a plus de chances de contrôler la maladie. Par contre, si ça touche le vieux animal après l'âge de la reproduction, c'est bien possible que la mauvaise génétique est déjà passée à la prochaine génération, pour dire que la maladie devient plus difficile à contrôler. Et encore une fois, les allèles mutés sont maintenus dans la population. Bon, pour faire une grande simplification, on peut diviser les maladies génétiques entre les problèmes de développement d'un système et les problèmes de dégénération d'un système déjà formé. Alors, l'anatomie et la physiologie. Bon, pour les ressources qui sont disponibles chez notre site web labgenvet.ca, je veux aller plus loin avec la banque de données et la recherche de maladies génétiques du chat. Et ça nous donne ce page-ci. C'est une liste alphabétique des maladies génétiques. Il y en a plus de 35 maladies qui sont caractérisées avec un test commercial. Voilà les maladies en ordre alphabétique et on peut faire les recherches par maladie, par race, par système. Il faut mentionner et dire merci à Dr. Guy Labbé parce que c'est lui qui a fait le codage pour ce système de recherche pour nos maladies. Et bon, on va les tester. On va faire une recherche pour une maladie. C'est un problème enzymatique de déficience en pyruvate kinase. Alors, par maladie, je tape déficience et ça va nous donner déficience en pyruvate kinase, avec une liste des races de chats qui sont potentiellement affectées. Et voilà la AB5. Maintenant, je vais faire une recherche par race pour notre AB5. Et voilà, je clique sur AB5 pour nous donner les maladies génétiques simples qui affectent le AB5. Et voilà notre déficience en pyruvate kinase. Troisièmement, je vais faire une recherche par système. Et puisque c'est un défaut enzymatique, je clique sur maladie métabolique pour nous donner
les maladies métaboliques génétiques, et voilà notre déficience en pyruvate kinase avec la liste des races affectées et encore une fois, voilà notre AB5. Enfin, je vais cliquer sur déficience en pyruvate kinase pour nous donner la page de maladie. Voilà le mode de transmission autosomique récessive. Voilà les races potentiellement affectées. Voilà quelque chose d'important, l'âge de l'apparition des signes cliniques. Cette fois-ci, un âge variable. Voilà une description des maladies. Et si on veut aller plus loin, voilà les liens pour les références dans la littérature scientifique. Alors, voilà nos signes cliniques. Une fragilité des globules rouges dans le sang pour nous donner l'anémie et la léthargie, une faiblesse, une perte de poids, une soif excessive, urination excessive, etc. Et voilà la génétique. C'est autosomique récessive pour dire que l'animal affecté est MM double muté et pour avoir la MM double muté, il faut avoir les deux parents qui sont au moins tous les deux porteurs. Alors, pour pas avoir les animaux malades, il ne faut pas faire cet accouplement entre les porteurs par porteurs. Aussi simple que ça. Sauf que il faut identifier les porteurs. Et c'est pourquoi les tests ADN sont importants. Prochain topic, la consanguinité et le coefficient de consanguinité. Bon, quand nous avons parlé des maladies génétiques simples, nous avons parlé de la génétique connue, la maladie spécifique, le gène spécifique, la mutation en cause, la hérédité. Quand on parle de la consanguinité, nous sommes plutôt dans la génétique inconnue. Cette fois-ci, nous ne savons pas la génétique spécifique. Par contre, on comprend en général les causes et les conséquences de la consanguinité et comment l'éviter. On peut même estimer la probabilité d'avoir les problèmes de la consanguinité avec une calculation de le coefficient de la consanguinité. Alors, c'est quoi la consanguinité? En gros, c'est un manque de variation au niveau phénotypique, au niveau génotypique. Et c'est causé par un accouplement des animaux avec les ancêtres en commun. Les effets sur le phénotype, il y aura une augmentation de l'uniformité phénotypique des animaux, une augmentation de ce qu'on appelle le prépotency, autrement dit, la capacité de passer le phénotype aux prochaines générations ou de fixer un phénotype ou un trait. Les effets de la consanguinité sur le génome, c'est une diminution des variations génétiques et en conséquence, on peut avoir ce qu'on appelle la dépression de la consanguinité, moins de vigueur, moins de poids, une fertilité réduite, une vitalité réduite, plus de défauts congénitaux, plus de mortalité néonatale et, ce qu'on a déjà mentionné, plus de maladies génétiques récessives, ce qu'on voit chez nos animaux domestiques. Bon, je reviens à cette image-ci, la mathématique de la génétique. Le fait que nous avons un père, une mère, la reproduction sexuée, notre loterie génétique, pour dire que la mathématique de la génétique, c'est 1 sur 2. Et on va utiliser cette fonction de 1 sur 2 pour calculer ce qu'on appelle le coefficient de consanguinité, la contribution génétique de chaque ancêtre génération par génération. Et grosso modo, c'est aussi simple que 1 sur 2. Pour nous aider, nous avons toujours le site web labgenvet.ca avec une calculatrice de consanguinité pour que l'ordinateur fasse les calculations, puis les instructions. Comment utiliser la calculatrice? Comment interpréter le coefficient de consanguinité?
Et voilà notre calculatrice de consanguinité. Et tout de suite, je vais dire un grand merci à Benoît Bouchard, ingénieur retraité et éleveur de carlins, qui a eu l'idée et qui a fait le codage pour la calculatrice de consanguinité. Alors, c'est organisé avec 2 pédigrés, le pédigré d'un parent, le pédigré de l'autre parent. Et l'idée, ce sera d'identifier par chiffre les ancêtres en commun et mettre les chiffres en commun de chaque côté. Et le tout est basé sur le nombre de générations en arrière, les nombres des ancêtres et la contribution génétique. Et encore une fois, c'est tout basé sur 1 sur 2. Alors, pour la première génération en arrière, nous avons 2 parents. Chacun a contribué 50%, 1 sur 2, de notre complément génétique. Dans la deuxième génération en arrière, nos grands-parents, nous avons 4 grands-parents, chacun a contribué 25% de notre complément génétique. Troisième génération en arrière, 8 arrière-grands-parents, chacun qui a contribué 12,5% à notre complément génétique. Pour la 4e génération en arrière, 16 arrière-arrière-grands-parents, chacun qui a contribué 6,25% à notre complément génétique, etc. Alors, 50% fois 1 sur 2 égale 25%, fois 1 sur 2 égale 12,5%, fois 1 sur 2 égale 6,25%, et voilà. Mais on va laisser l'ordinateur à faire les calculations. Merci, Benoît. Pour nous aider, nous avons les instructions plus détaillées sur le fonctionnement de la calculatrice de consanguinité et comment interpréter les résultats. Et voilà quelques exemples spécifiques. Des accouplements consanguins qui vont augmenter le coefficient de consanguinité dans le progéniteur. Alors, les accouplements, ce qu'on veut éviter. Un accouplement parent par enfant. Voilà le parent, voilà l'enfant, voilà l'accouplement entre parents et enfants pour avoir un progéniteur D avec une augmentation de coefficient de consanguinité de 25%. Avec la calculatrice de consanguinité, ça se regarde comme ceci. Voilà le parent, voilà l'enfant, voilà l'accouplement entre l'enfant et le parent pour sortir le progéniteur. Et, encore une fois, le progéniteur va avoir une augmentation de le coefficient de consanguinité de 25%. Accouplement frère et sœur. Voilà les 2 parents, voilà le frère, voilà la sœur. Si il y a un accouplement entre frère et sœur, le progéniteur va avoir, encore une fois, une augmentation de la consanguinité de 25%. Sur notre calculatrice de consanguinité, ça se regarde comme ceci. Voilà les 2 parents pour avoir un enfant, les mêmes parents pour avoir un autre enfant, un accouplement entre frère et sœur pour avoir le progéniteur qui va avoir une augmentation de la consanguinité, autrement dit, une diminution dans la variation phénotypique, dans la variation génotypique de 25%. Pour arriver à cet accouplement-ci, cousin par cousine. Voici le pédigré classique. Le père et la mère qui ont des enfants, et chaque enfant, séparément, a une famille, des enfants qui sont des cousins-cousines. Le cousin-cousine font un accouplement pour sortir un individu I. Et cet individu va avoir une augmentation de la consanguinité de 6,25%.
Sur notre calculatrice de consanguinité, ça va se regarder comme ceci. Les individus A et B, les grands-parents des cousins-cousines, sont ici et ici. Voici leurs enfants. Voici les cousins-cousines. Un accouplement entre cousin-cousine pour sortir le progéniteur et cet individu va encore une fois avoir une augmentation de la consanguinité de 6,5%. Bon, comment interpréter tout cela? Voici un schéma de le coefficient de consanguinité. J'ai fait une ligne à peu près 6% qui représente à peu près un accouplement cousin par cousine. J'ai déjà dit que la consanguinité, c'est un compromis. C'est un compromis entre Dame Nature qui veut avoir les variations parce que les variations sont nécessaires pour l'évolution et les éleveurs de race pure qui veulent avoir la stabilité au niveau de phénotype. Alors, un coefficient de consanguinité de à peu près 6, c'est un bon compromis. Plus haut que ça, on peut commencer d'avoir les problèmes de la dépression de la consanguinité. En bas de cela, on peut commencer d'avoir les problèmes de uniformité de phénotype dans les portées. Alors, avec une calculation et une compréhension de le coefficient de consanguinité, on peut garder ce qu'on veut avoir, le phénotype en commun, et éviter ce qu'on ne veut pas avoir, les problèmes de la consanguinité. Et la valeur de la calculatrice de la consanguinité, c'est le fait qu'on peut commencer de faire ce qu'on appelle les accouplements virtuels pour prédire si un accouplement entre deux parents potentiels est désirable ou est à éviter. Pour aller plus loin avec les topics discutés, on a plein de ressources sur le web. On a toutes les ressources sur le web. On a les bonnes choses, on a les moins bonnes choses, on a les choses pas bonnes de tout. Et c'est à vous, comme consommateur de l'information, de démêler tout cela. Il y a des bons sites pour les races, pour les colorations, pour les maladies génétiques. Utilisez Wikipédia. Utilisez les sites des associations. Utilisez les sites des compagnies privées comme consommateurs avertis. Utilisez le site de LabGenVet. Il n'y a pas de liens commerciaux et j'ai fait mon effort pour vous donner de bonnes informations. Utilisez la banque de données pour les maladies génétiques. Utilisez la calculatrice de consanguinité pour faire les accouplements virtuels pour déterminer les parents de la prochaine génération. Utilisez les modules pour la génétique de la couleur. Alors, merci pour votre attention en espérant que vous avez appris les choses et apprécié la présentation. Salut!